Bonjour à tous, merci à Nathalie de l'invitation, merci à l'ensemble du comité d'organisation pour cette journée qui visiblement est réussie. Il y a quand même beaucoup de monde, je pense, c'est très très chouette, avec des topos de grande qualité et j'espère pouvoir enchaîner dans ce sens avec une thématique sur l'hypertension rénovasculaire et j'essaie de faire un topo et essayer de faire le plus simple, efficace possible et de donner le plus de messages clairs. Je pense que cette diapo, en fait, c'est la plus importante. C'est la diapo où on va essayer ensemble de bien identifier qu'est-ce qu'une HTA rénovasculaire et pourquoi en fait notre patient est hyper tendu. Et en fait, tout se passe ici au niveau de l'artère rénale qu'on voit avec une sténose. Et si cette sténose elle est hémodynamiquement significative, c'est-à-dire que s'il est suffisamment serré pour que le rein soit en ischémie, eh ben, il va y avoir une élévation du dosage de la rénine, une sécrétion de rénine, une activation du système rénine-angiotensin-aldostérone, et votre patient va être hyper tendu. Donc ça, c'est une vision très très simple de l'HTA rénovasculaire. On voit donc que l'emballement du système rénine-angiotensin-aldostérone, une activation est vraiment l'élément physiopathologique le plus important. Les étiologies les plus fréquentes, même si ça reste des pathologies assez rares, c'est évidemment la dysplasie fibromusculaire, on va en parler juste après, et la sténose athéromateuse. Alors, la sténose athéromateuse, c'est très fréquent, parce que si on fait des scanners systématiques, on va en trouver beaucoup. Par contre, c'est rarement hémodynamiquement significatif, donc c'est rarement responsable quand même de l'hypertension artérielle. Les causes les plus rares que je ne vais pas aborder, mais qu'il faut quand même avoir en tête, c'est de temps en temps une maladie inflammatoire de l'artère rénale, de temps en temps une séquelle de dissection, et quelquefois, ça nous est arrivé des compressions extrinsèques, notamment de l'artère rénale, notamment avec un pilier du diaphragme. Premier point, la dysplasie fibromusculaire. Là-dessus, sur cette pathologie, je pense qu'il n'y a quasiment aucun doute. C'est une pathologie génétique qui affecte la média, donc la paroi artérielle des artères rénales, mais aussi des troncs supraortiques, qui est une pathologie essentiellement féminine, 8 femmes pour un homme. Et le point, c'est une maladie génétique, mais qui est nettement aggravée par le tabac. Le tabac est promoteur de l'aggravation des lésions vasculaires, et donc dans le suivi des patients, il va falloir être encore plus exigeant sur l'arrêt du tabac, au-delà du contrôle du risque cardiovasculaire. Ça va être vraiment sur contrôler la maladie, contrôler l'évolution de la dysplasie fibromusculaire. Les explorations, on aura l'occasion d'en discuter juste après, c'est évidemment l'angioscanner, l'échodoplase artère-rénale, et puis là, on voit une image d'artéographie avec un aspect très typique que vous connaissez bien. Dans quel cas il faut y penser déjà dans les situations, évidemment, où on va rechercher une HTA secondaire, mais plus particulièrement en cas d'hypertension de la femme jeune. On va en parler juste après avec un cas clinique très rapide. En cas d'âge jeune, il faut moins de 40 ans, il faut aller chercher une cause secondaire. Chez la femme, il faut être convaincu, sûr qu'elle n'est pas une dysplasie fibromusculaire, parce que ça peut nettement modifier son pronostic cardiovasculaire. Et enfin, l'hypertension avec une hypocalémie. L'hypocalémie témoigne d'une activation du système rénine-angiotensin-aldostérone et évidemment l'hypertension résistante. Cas clinique très court où on a reçu l'année dernière une patiente de 32 ans, enceinte à 18 semaines de ménorrhée et qui, a posteriori à l'interrogatoire, avait pris des chiffres de pression artérielle dans cette nouvelle valeur, pression anormalement élevée. Elle avait 130 mm de mercure en moyenne chez son médecin traitant, et donc on a longtemps banalisé cette élévation des chiffres de pression artérielle. Et puis, à 18 semaines d'aménorrhée, il s'avère que les chiffres de pression artérielle ont augmenté, et même cette hypertension est non contrôlée par l'oxène, trandate, aldomètre, avec une hypocalémie majeure, responsable d'un hyperaldo secondaire. Donc la panique chez les obstétriciens, évidemment. Donc nous, on reçoit la patiente. Et puis rapidement, on fait le diagnostic d'une dysplasie fibromusculaire. Dans une situation pas évidente, hein. La patiente est enceinte, qu'est-ce qu'on doit faire? L'exposition aux rayons, l'exposition aux produits de contraste iodé. Bon, rapidement, on a fait la décision quand même de faire une artério. Et donc là, vous voyez, alors, les qualités d'image est mauvaise parce qu'on a fait très peu de scopie, mais on voit bien une dysplasie. Et ce qui a été magique, c'est qu'en très peu de scopie, en très peu d'iode, on a juste dilaté au ballon. Et en 24 heures, la patiente était sortie de l'hôpital sans traitement antihypertenseur, arrêt de la supplémentation potassique, et elle était, entre guillemets, guérie. Alors évidemment, elle a toujours la dysplasie, mais elle n'avait plus d'hypertension artérielle. On peut imaginer que si on avait fait le diagnostic avant la grossesse,
tout aurait été relax, la patiente aurait passé une grossesse beaucoup plus sereine. Aucun doute sur la dysplasie fibromusculaire. Si votre patient est hypertendu, on fait une artério, on va confirmer le diagnostic, on fait une angioplastie au ballon, et puis on insiste sur l'arrêt du tabac et les explorations des troncs supraortiques pour être sûr qu'il n'y ait pas d'atteinte des troncs supraortiques. La maladie athéromateuse, la sténose athéromateuse artérielle, là, c'est quand même nettement plus compliqué. Là, il y a beaucoup de doutes. D'ailleurs, les recommandations sont assez claires. Hein. Là, on est sur du rang des classes 3, donc il ne faut pas faire. Il ne faut pas dilater ces artères rénales si on n'a pas confirmé qu'il y avait un caractère hémodynamiquement significatif de la sténose, et c'est là, en fait, tout l'enjeu. Est-ce que notre sténose, elle a un impact sur le flux, le débit rénal de cette artère? Il y a eu plusieurs essais de randomiser. Hein. Il y a maintenant une quinzaine d'années, l'essai Coral, l'essai Star, qui ont essayé de montrer le bénéfice d'aller mettre un stent dans ces artères et qui ont échoué sur plein de raisons, probablement qu'on a sélectionné des mauvais malades. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que mettre un stent dans une artère rénale va améliorer le contrôle de l'hypertension de nos patients. Bon, ceci étant, on le fait de temps en temps et on va en discuter juste après. Dans ces conditions, en cas de sténose rénale athéromateuse, là où pour moi il n'y a pas de doute, c'est comment on va traiter le patient. Votre patient a de l'athérome dans les artères rénales, votre patient a donc de toute évidence à très haut risque cardiovasculaire, il a peut-être même déjà fait un événement, donc il va falloir être intransigeant sur la gestion du risque. Traitement hypolipémiant, traitement antiagrégant et traitement antihypertenseur, avec la base, au moins un bloqueur du système rénine-angiotensine, aldostérone. Évidemment, l'arrêt du tabac. On va faire des examens, on aura l'occasion d'en discuter juste après. Qu'est-ce que moi je retiens en tant qu'hypertensiologue du scanner? C'est simple, je vais être sûr que l'étiologie est bien athéromateuse, qui n'est pas un diagnostic différentiel. Entre guillemets, la sévérité, en fait, le degré de sténose au scanner, je vais être provocateur, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et enfin, je vais regarder la taille du rein, parce qu'en fait, si le rein est tout petit, probablement que le rein est cuit, et en dessous de 8 cm, il n'y a probablement pas d'intérêt à aller toucher cette sténose. On va aussi compléter l'examen, on va faire une évaluation multiparamétrique, on va essayer de bétonner le dossier, on va faire un échodoppler artère rénale, qui là va nous donner des arguments sur le caractère hémodynamique de la sténose. Et donc les paramètres très simples que je regarde, moi je ne suis pas médecin vasculaire, c'est les index de résistance, donc c'est-à-dire l'état de la perfusion en distalité en aval de la sténose. Est-ce que mes index de résistance sont bas? Et puis, est-ce qu'il y a une dissymétrie, c'est-à-dire qu'une asymétrie? Est-ce que mon rein, notamment où il y a la sténose, il y a des index de résistance bas, alors que de l'autre côté, ils sont normaux? La démodulation des flux est aussi un paramètre qui va vous orienter vers une sténose hémodynamiquement significative. Un point qui va être important, qui va nécessiter peut-être un peu plus de travail, c'est avoir une idée de l'évolution biologique de votre patient. Sur les mois précédents, sur les dernières années, comment sa créatinine a évolué? Est-ce que la créatinine a augmenté de façon anormalement physiologique, c'est-à-dire plus rapidement que attendu? Est-ce qu'il n'y a pas un rein qui est en train de souffrir? Est-ce que votre patient il a quand même une tendance à avoir une calémie plutôt basse? Et enfin, s'assurer qu'il n'ait pas de protéinurie, parce que la présence d'une protéinurie est un marqueur de très mauvaise réponse à la dilatation. Un point qui est important, c'est que vous avez mis votre patient sous IEC, parce que c'est la base du traitement médical, on pourra en discuter si vous voulez. On va le surveiller de façon extrêmement rigoureuse, c'est-à-dire qu'on va évoluer, on va surveiller la créatinine sous IEC. Si cette créatinine explose, là vous avez pour moi quasiment un diagnostic de certitude qu'il va falloir fortement se poser la question de dilater l'artère rénale, évidemment en ayant arrêté les IEC. Alors, situation qui est quand même très complexe, hein. L'HTA résistante, une sténose artère rénale, j'y vais pas. C'est compliqué tout seul de prendre la décision. Et donc c'est pour ça que maintenant, depuis quelques mois, on a une RCP officielle sur Bordeaux où on discute de tous les dossiers. Et notamment, on essaye de formaliser l'implantation ou non d'un stent dans une artère rénale. On a réuni les radiologues, les chirurgiens vasculaires, les néphrologues, les médecins vasculaires, les hypertensologues, donc les cardiologues, pour discuter de chaque dossier. Et on discute de situations particulières, en premier lieu évidemment l'HTA résistante avec une sténose artère rénale, la dégradation rapide de la fonction rénale sans autre explication, et enfin un profil un peu différent de patient, un patient qui allait très bien, qui avait des chiffres de pression artérielle franchement standards, et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, boum, les chiffres de pression artérielle ont augmenté, et on trouve une sténose artère rénale, et donc on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose
un peu en mode interrupteur on-off qui puisse expliquer son hypertension artérielle. On finit ce topo avec juste quelques slides d'une étude qui est parue il y a quelques semaines dans le JAMA de nos collègues chinois qui ont fait ce qu'on a essayé de faire depuis des années et des années à l'issue des études STAR et CORAL, c'est-à-dire avoir enfin des données de FFR sur nos artères rénales pour voir si cet apport invasif hémodynamique nous donne des infos. Ils ont fait une étude qui est plutôt carrée sur le plan méthodo, même si leurs patients ne sont pas si bien traités que ça. C'est de l'automesure. Ils ont exclu les reins de petite taille. Et puis, ils ont comparé une stratégie de soins standard, c'est-à-dire on fait une artério et on met ou pas un stent, et une stratégie basée sur la FFR avec un cutoff très arbitraire de 0,8. Les infos que ça nous donne, c'est qu'à partir du moment où on utilise un outil type FFR, avec un cutoff, là, les similitudes qui seraient plutôt à 0,78, et ben c'est simple, on met beaucoup moins de stents, ce qui est quand même pas mal, moins de corps étrangers, moins de coûts. Et les patients ont une pression artérielle qui baisse à partir du moment où ils utilisent la FFR, et surtout, ils ont beaucoup moins de médicaments. Donc, étude préliminaire qui suggère fortement et qui suggère un bénéfice attendu à la FFR dans ce mécanisme d'HTA et qui pourrait, j'imagine, conduire vers d'autres études pour se lancer à terme dans une FFR au moindre doute. Et je crois que j'ai fini.